Bonjour à tous, vous êtes sur Grand Paris Live, le rendez-vous web incontournable des Grands Parisiens. Cette émission, vous le savez maintenant, est produite par le Club des entreprises du Grand Paris et par l'Institut des hautes études des métropoles. Alors, quel est son objectif? Son objectif, il est simple, il est de proposer aux décideurs grands parisiens de partager les enjeux essentiels du Grand Paris, en particulier, mais aussi des métropoles en général. Alors pour ce faire, Grand Paris Live reçoit des dirigeants publics, privés, des experts, des sachants, des praticiens, des élus, qui sont tous aux manettes. Cette émission est un webinaire, vous le savez, donc vous pouvez la suivre en direct, mais aussi poser vos questions sur le site et sur les différents réseaux sociaux. Alors, une première série d'émissions de Grand Paris Live a été consacrée à la question de l'immobilier. Alors, pourquoi l'immobilier? Parce que tous les habitants de Grand Paris sont concernés parce qu'ils habitent bien quelque part, et aussi parce que c'est un secteur d'activité considérable, très important. Et c'est ainsi qu'on a reçu Jonathan Seban, Robin Rivaton, Benoît Quignon, Olivier Vignol et d'autres. Et c'était en effet passionnant. Alors, on a aussi lancé une deuxième série de Grand Paris Live consacrée aux collectivités locales. Et c'est ainsi qu'on a reçu Guy Kaufmann, DGS du Val d'Oise, Philippe Laurent, maire de Sceaux et bien d'autres. Et on continuera cette série avec des élus pour voir comment les collectivités locales réagissent dans l'après-crise. Mais aujourd'hui, nous allons consacrer ce Grand Paris Live qui est un peu spécial à un sujet qui concerne à la fois la ville, la métropole, notamment dans ses aspects logistiques, on le verra, mais qui concerne surtout ses habitants, et on va parler d'alimentation. Et pour parler d'alimentation, nous allons recevoir maintenant Stéphane Mayani, qui est président-directeur général de Cemaris. Pour faire simple, le marché international de Rungis. Peut-être que Stéphane nous présentera plus en détail ces organisations. Et donc, je le remercie de nous donner du temps pour partager avec nous. Et on va lancer le sujet tout de suite. Alors, cher Stéphane, merci tout d'abord d'être dans Grand Paris Live. Et je vois que l'audience va grimper au fur et à mesure de l'émission. Alors, un petit retour en arrière. La crise du Covid, c'était le confinement avec un triple impact. Un, tout le monde enfermé chez soi, tout le monde ou quasiment tout le monde, et donc très compliqué d'aller faire ses courses. Deux, les activités économiques à l'arrêt, dont une partie de l'agriculture. Rappelons-nous l'appel au secours des agriculteurs. On était en pleine période de récolte dans le sud-ouest et dans d'autres régions, et il n'y avait personne pour ramasser. Bon. Et puis trois, énorme limitation des transports et de la circulation. Alors, Rungis, moi je suis allé voir quelques chiffres, je vais les rappeler. C'est près d'1 million de mètres carrés de locaux, donc c'est gigantesque. Le plus grand marché d'Europe, peut-être du monde d'ailleurs. Près de 7 millions d'entrées, plus d'1 million d'acheteurs et un chiffre d'affaires de près de 10 milliards. Alors, c'est un énorme opérateur donc économique. Et dans ces conditions, et c'est la première question, Stéphane, que je voudrais te poser, comment le Grand Paris s'est-il nourri pendant cette période de crise? Quel a été le rôle de Rungis dans l'alimentation des Grands Parisiens? Et peut-être de manière un peu plus systémique, y a-t-il eu un phénomène d'alimentation de crise? D'abord, merci Jacques de me donner l'opportunité de revenir sur cette période. Est-ce qu'il y a eu un phénomène d'alimentation de crise? Oui et non. Oui, parce que en réalité, la crise que l'on vient de vivre, qui est sans précédent, a touché évidemment le plus grand marché du monde, le marché international de Rungis. Et non, parce que, en fait, on a fait face. Revenons un peu sur les événements. Le 16 mars, je trouve que dans une soirée, je tombe sur Bruno Le Maire. Et Bruno me dit, peut-être qu'on va annoncer des choses. Le lendemain, c'est un dimanche, réunion de crise à Bercy, avec les principaux acteurs de l'alimentaire, de l'agroalimentaire en France, Leclerc, Cotillard, Schellcher, Bompard, et puis la FCD bien sûr. Et tout de suite, on se dit comment on va pouvoir gérer cette période de confinement. Donc, à vrai dire, du point de vue de l'intérêt général, dire aux gens
rester chez vous sans les alimenter, ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, à vrai dire, c'est la principale mission de service public de Rungis. Rungis, sa mission de service public, c'est d'alimenter le Grand Paris en permanence, sachant qu'on a un stock de produits frais qui n'est pas supérieur à 3 jours. Donc, évidemment, c'était une gageure. Et donc, est-ce qu'on a été dans l'alimentation de crise? Oui, parce que les premiers jours, on a connu des phénomènes de panique alimentaire. Les gens se sont rués sur les pâtes, le riz, les patates, et des produits de première nécessité, l'huile. Et puis, évidemment, comme tu le soulignais, nous sommes un outil principalement logistique. Les transporteurs étaient sous tension, l'angoisse commençait à naître. Et puis, il y a eu toute cette période où on s'est aperçu que les masques étaient utiles. Hein, l'affaire des masques n'a pas duré si longtemps. Très vite, les pouvoirs publics se sont dit, mais les masques sont utiles. Mais on ne les avait pas. Et donc, il fallait répondre à nos entreprises. Hein, je rappelle que la CEMARIS, c'est l'autorité gestionnaire du marché de Rungis, dont je suis le président. Et donc, c'est un système, c'est un écosystème, Rungis. C'est-à-dire que c'est à la fois le territoire, les 250 hectares, c'est à la fois les 3 millions de tonnes de produits frais qui arrivent par an, à la fois les 10 milliards d'activité économique, les 10 milliards de chiffre d'affaires que nous avons atteints, et en même temps, on a une responsabilité écrasante qui est d'alimenter la ville durable. Et ça, c'est un truc qui, tout de suite, a été, je pense, au cœur du problème. Alors, il se trouve, moi je veux leur rendre hommage, que les ministres de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ils ont été au rendez-vous sur ces questions-là. Hein. Ils ont été au rendez-vous. Ils nous ont réunis très régulièrement, au minimum 1 à 2 fois par semaine, pour faire tenir la chaîne alimentaire. Et je veux te le dire, Jacques, hein, si Rungis n'avait pas été là, la chaîne alimentaire n'aurait pas tenu. Si Rungis n'avait pas été là, et toute la solidarité des acteurs, vous n'auriez pas eu de produits frais. Et on ne peut pas manger que des pâtes et du riz pendant 3 mois dans Paris. Et donc, mon rôle a été vraiment divers, parce que il fallait que je gère ma boîte, la CEMARIS, il fallait que je gère la situation sur le marché, qui était très très bouleversée, je reviendrai ça après, et puis il fallait, du fait de mon rôle en France, que je crée les conditions pour que cette solidarité des acteurs de l'agroalimentaire fonctionne. Donc, par exemple, pour donner un seul exemple, à un moment donné, on a eu une très forte tension sur les coûts de transport. Et tout ça était naturel, parce que il n'y avait pas de chauffeur, que le retour des camions se faisait à vide, puisque l'essentiel des flux logistiques étaient des flux alimentaires, qu'il y avait une tension sur les prix, et que peut-être que certains en ont profité, mais ce n'était pas vraiment le sujet. Et donc il a fallu, moi j'ai fait la tournée des popotes, j'ai appelé les grands logisticiens, je leur ai dit non, ça c'est pas possible, ça va pas passer. Et j'ai fait des missions de bons offices comme ça pendant toute la période. On s'est retrouvés à Rungis avec des stocks inouïs de fruits et légumes au tout début, de poissons qui étaient destinés aux restaurateurs. Or, c'était un canal de distribution qui était fermé et qu'on ne pouvait pas jeter comme ça. Et donc, il a fallu faire preuve d'imagination pour alimenter les Français. Donc, évidemment, mes contacts avec mes collègues de la grande distribution ont servi. Évidemment, l'esprit de solidarité de Rungis a servi.
Évidemment, la digitalisation croissante des acteurs du fret a servi. Et donc tout ça, gérer cet ensemble très protéiforme, mais en même temps très coordonné, organiser la crise, fait que nous n'avons pas alimenté la crise, mais on a essayé de la gérer, et de la gérer de façon confortable. Et la meilleure preuve que ça a bien marché, c'est que vous n'en avez pas entendu parler. Alors, comment ça s'est passé dans d'autres métropoles? Est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé ou pas, bien, pas bien? Parce que toutes les métropoles, je parle en France, je parle des grandes, hein, Marseille, Lyon, etc., mais peut-être aussi Hambourg, Berlin, Londres. Alors, ils n'ont pas tous la chance d'avoir Rungis. Je trouve que je suis vice-président de l'Union mondiale des marchés. 12 000 marchés à travers le monde, des petits, des grands, des très grands. Et que je suis également trésorier de la Fédération des marchés de gros en France. En fait, la situation en France n'est pas la même entre la grande métropole du Grand Paris et les autres métropoles. Pourquoi? Pour une raison très simple. Dont certaines ont pourtant des mines. Oui, mais on n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans la même situation. À Paris, il y a 15 millions de bouches à nourrir. Ces 15 millions de bouches à nourrir ont une agriculture qui est relativement productive, mais qui est focalisée sur la céréale et la betterave. Nous n'avons pas d'agriculture, nous n'avons pas de ceinture maraîchère à Paris. Donc, le local qui se mange, c'est 2% des besoins alimentaires des Franciliens. Et nous avons une concentration à Paris qui fait que, évidemment, le marché de Rungis a un rôle qui est incontournable. 3 produits sur 4 que vous mangez, quel que soit le circuit, que ce soit la restauration, que ce soit la grande distribution, que ce soit le commerce de proximité, que ce soit les marchés, 3 produits sur 4 que vous mangez passent par Rungis. Et ça, c'est sûr. Nous avons le stock de produits frais. Et donc, la question qui s'est posée à Rungis, c'est que il fallait maintenir des circuits d'approvisionnement qui sont corrects avec la suppression de 2 canaux de distribution qui sont essentiels. À un moment donné, ça a voisiné près de 40% du chiffre d'affaires. C'est la restauration. Les Parisiens mangent énormément à la cantine ou en restauration traditionnelle. Et le deuxième, ce sont les marchés de plein vent. Et pour des raisons d'urbanisme et d'aménagement du territoire, tu sais, et vous savez tous, qu'il y a moins de grandes surfaces. Il n'y a pas de grandes surfaces à Paris. Il n'y a pas d'hypermarché à Paris. Il y a des surfaces qui appartiennent à des grandes surfaces, mais qui sont des surfaces de proximité. Et il y a peu de grandes surfaces dans la région parisienne, parce que nous avons gardé un commerce traditionnel qui est relativement vivace. Alors, comment ça se passe en province? En province, d'abord, la grande distribution est beaucoup plus présente. Beaucoup plus présente. La seule métropole, que les autres ne se vexent pas, mais la seule métropole qui a des points communs avec la métropole parisienne, c'est Lyon. Parce que c'est très industriel, mais les circuits d'approvisionnement sont beaucoup plus diversifiés. Et deuxièmement, je pense que les Lyonnais sont beaucoup plus imbriqués avec la région Rhône-Alpes que ne le sont les Parisiens avec la très grande région parisienne. Et donc, il n'y a pas eu véritablement de problème en province. Il se trouve que je dirige également le marché de Toulouse, donc je peux te dire comment ça s'est passé à Toulouse. À Toulouse, ça s'est passé exactement comme à Paris. Maguelone Pontier, qui est directrice générale, m'appelait toutes les semaines, et honnêtement, ça s'est bien passé. Et ça s'est passé parce que justement, il y a ce réseau de marchés de gros, qui sont des services publics à la disposition des agriculteurs, à la disposition des producteurs. Les 25 marchés de gros sont des marchés de producteurs. Et donc, évidemment,
il n'y a pas eu ce problème-là. Alors, à l'étranger, quand tu parlais de Toulouse, je t'interromps. Il y a peut-être aussi le fait que le président de la métropole et maire de Toulouse, jusqu'à au moins dimanche et peut-être après, Jean-Luc Maudenc, a tenu à ce que sa métropole passe des contrats d'approvisionnement, enfin je ne sais pas le bon terme, mais des contrats de réciprocité et d'approvisionnement avec les territoires dits périphériques, et ça peut être contribué à ce que les producteurs locaux puissent intervenir. Rungis a une DSP de la métropole, et on a évidemment des liens très étroits avec Jean-Luc Maudenc et avec Jean-Jacques Bolzan, qui est son adjoint. Ça se passe très très bien. Et donc, justement, ça fait 3 ans que nous avons passé, et le mine de Toulouse-Occitanie a beaucoup d'importance là-dedans, des accords de réciprocité avec l'agriculture locale. Mais cette ceinture maraîchère qu'il y a à Toulouse, nous ne l'avons pas dans les mêmes proportions à Paris. Bien sûr, à Rungis, on fait 60% de l'agriculture locale. On a le carreau des producteurs d'Île-de-France, on va d'ailleurs sans doute l'agrandir, et clairement, on est très très bien placé sur ces produits locaux. Mais ces produits locaux, en tonnage, ne sont pas... C'est comme quand on dit « Ah oui, tout le monde va manger bio ». On est aujourd'hui à 7% de la surface agricole utile en bio en France. Si on double en 10 ans, ce qui est très difficile, on arrivera à 14%. Donc on n'arrivera jamais à l'autosuffisance en bio très rapidement. Et donc en local, pour la région parisienne, c'est pareil. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais, puisque je suis avec toi et que les gens qui nous écoutent sont des sachants, que les gens aient les proportions en tête. Et donc, pour alimenter une grande métropole, c'est des millions et des millions de tonnes qu'il faut. Et il faut une forme de massification, sinon vous avez des camions partout, des routes complètement bouchées, et un bon schéma logistique nécessite une certaine massification des flux. Alors, la logistique, c'est effectivement un sujet, on l'a abordé tout à l'heure. Aujourd'hui, dans ce qui se dessine par rapport au schéma de transport, je pense au transport routier, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de train qui parte de Rungis pour alimenter François Mitterrand, Saint-Michel ou la gare Saint-Lazare. J'imagine que la distribution, en tout cas la distribution des produits alimentaires sur le Grand Paris se fait principalement par la voie routière. Est-ce qu'aujourd'hui, on anticipe ou pas une amélioration ou au contraire une congestion massive, puisque la population augmente, les gens, à mon avis, ne mangent pas moins. Donc, comment se dessinent les perspectives? Jacques, sans vouloir faire de scoop, hein, parce que ce n'est pas ni le lieu ni le moment, mais ça fait à peu près 5-6 ans qu'on travaille sur l'évolution de la logistique propre dans le Grand Paris. Et évidemment, nous avons des solutions. Aujourd'hui, la situation, elle est très simple. Pour des raisons d'infrastructure et de choix publics, de politique publique, le camion a gagné. Donc la logistique amont, c'est-à-dire de la ferme à Rungis, ce sont des gros camions qui arrivent la nuit à Rungis. Et ça, c'est très efficace, c'est très bien organisé. Et ensuite, la logistique aval. C'est de plus en plus, notamment grâce à des grandes sociétés logistiques comme Chronopost, comme Stef, c'est de plus en plus des petits vulves propres au gaz, énergie électrique, gaz et... Je traduis vulve, véhicule utilitaire léger. Hein. Je traduis. Voilà. Exactement. Et donc, clairement, ça, c'est la solution d'aujourd'hui la plus efficace. Te dire, et tu es suffisamment sachant pour comprendre qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, te dire qu'elle est éternelle, ça n'est pas vrai. Mais nous ne croyons pas, à ce stade, que des solutions de tram frais
ou de train frais vers Paris puisse être, en l'état actuel des choses, je vais être très précis, possible. Ça demande beaucoup de travail, mais en tout cas, il faut, le truc qui est très compliqué, vous savez, on transporte des produits pondéreux, très très peu coûteux. Quand ça va sur le marché du boulevard Raspail, la bourgeoise du 16e ou du 7e arrondissement, elle regarde les prix avec beaucoup d'attention. Hein. Il n'y a pas que dans les quartiers populaires. Donc le kilo de patates, il doit sortir à 1 euro le kilo de Rungis. Après, je ne sais pas combien il vaut sur le marché, sans doute le double. Et donc, plus de double. Plus du double, plus du double. Mais donc, les gens sont attentifs au prix. Donc, évidemment, si on impacte de la rupture de charge, on impacte des ressources humaines sur un produit qui est peu coûteux. Donc, il est très important que cette logistique soit extrêmement efficace. Hein. Rungis, c'est pas qu'un logistique, c'est un concept à soi seul. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur cette question de la logistique du dernier kilomètre, il ne peut pas y avoir de rupture de charge. Donc, à un moment donné, on nous avait dit, oui, pourquoi on ne prendrait pas le métro? Ben oui, le métro, ça veut dire qu'il y a des gens qui montent ensuite les escaliers avec des transpalettes. Enfin, c'est très difficile, c'est très difficile. Donc, d'accord. Donc, l'idée de... Aujourd'hui, le VUL est la solution et la massification permet d'avoir des circuits de livraison informatisés extrêmement efficaces. Je donnerai qu'un seul exemple. On a, parce qu'on était en période de confinement, essayé de livrer les gens qui étaient confinés, vieux, âgés, en situation sanitaire déplorable, et qui ne pouvaient pas faire la queue au supermarché. Donc on a lancé un service extraordinaire que je viens d'arrêter d'ailleurs, qui s'appelle Rungis livré chez vous. Ça a été un succès phénoménal. Et pourquoi ça a été un succès? Ça a été un succès parce que le fondamental de l'Internet du fret, c'est la gestion des créneaux de livraison. C'est être capable de trouver des créneaux de livraison, des circuits informatisés de livraison, qui font que quand le livreur arrive, il n'a pas besoin d'aller au fond de son camion pour aller chercher le paquet de Madame Dupont. Il est prêt, il est juste à temps, il n'a qu'à le sortir. Donc il faut organiser le camion à la base. Et donc tout ça démontre que grâce à l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de problèmes qui vont se régler en matière de logistique du dernier kilomètre. Alors, ça nous amène à parler de la proximité. On s'est rendu compte, en particulier dans cette crise, que la proximité était une valeur. Et d'ailleurs, on a constaté, et je pense que tu es encore mieux placé que nous pour l'avoir vu, que les gens, les consommateurs, étaient prêts à payer un peu plus cher pour acheter pendant cette période de crise, notamment sur les marchés, mais pas que, pour acheter des produits entre guillemets locaux. Même si on avait compris que la part des produits locaux dans l'alimentation des grands Parisiens était assez marginale. Non, mais moi, je voudrais pas que, par honnêteté scientifique, on prenne pour quelqu'un qui n'aime pas les produits locaux. J'adore les produits locaux. Une des raisons de Rungis livré chez vous, c'était de décoincer avec Valérie Pécresse les produits des maraîchers d'Île-de-France. Clairement. Hein, on avait peur que les stocks restent. Et donc, nous, on est vraiment le circuit court des Parisiens. Et donc, clairement, on a des produits locaux, frais, et on se développe sur ce thème-là. Je voudrais ajouter quand même quelque chose. Pourquoi les gens veulent des produits locaux? Ça, c'est très important. Ils veulent des produits locaux, non pas parce que c'est meilleur. Ils veulent des produits locaux, non pas parce qu'ils veulent être gentils avec les agriculteurs français d'Île-de-France. Ils veulent des produits locaux, et pendant cette crise, ça a été encore plus le cas, parce qu'ils ont un problème de confiance vis-à-vis de leur alimentation. Et à vrai dire, le fondamental de ce sujet des produits français et des produits locaux en période de Covid, c'est la défiance. Je vais te donner encore un exemple simple, c'est que, évidemment, ce n'est pas très écologique, mais les consommateurs ont plébiscité dans les grandes surfaces
les produits frais emballés. C'est pas bien, bien sûr, ça n'est pas bien. Mais ils avaient confiance dans des produits emballés, sous cellophane, parce qu'ils se disaient, je peux attraper, si ce fruit est touché par quelqu'un d'autre, je peux attraper ce virus que nous ne connaissons pas. Et donc, je souhaite te dire, et j'en suis persuadé, c'est que le nœud du sujet, c'est la confiance. Et nous, on a de la chance. Rungis, 93% des Français, enquête Sofres de 2019, 93% des Français font confiance à Rungis pour partager des produits de qualité. Et donc ça, c'est quand même une marque exceptionnelle. C'est pour ça que c'est aussi pendant cette période qu'on a fait passer un petit accord avec Monoprix pour distribuer des produits locaux de Rungis dans des Monoprix qui sont de proximité. Donc la proximité, ça n'est pas la proximité pour la proximité. La proximité, c'est parce que on veut un médiateur de confiance. Alors le médiateur de confiance, ça peut être ton boucher, ton charcutier, ton crémier, ton primeur, et ça peut être Rungis, parce que Rungis, on sait qu'il y a quelqu'un qui connaît les produits, qui sait les acheter, qui va engager sa responsabilité s'il te rend malade ou si le produit n'est pas frais. Et donc, je pense que fondamentalement, dire le local a plu, ça c'est vrai, mais il faut aller au plus loin de l'analyse, et je pense que la confiance est la clé du sujet. Alors, tu nous as parlé du boucher, du crémier, de l'épicier, etc. Moi, ça m'amène à une question, il nous reste peut-être 5 ou 10 minutes. Le commerce de proximité, c'est souvent le commerce de centre-ville. Oui. Or, il y a, si on regarde les banlieues parisiennes au sens large, que ce soit la petite ou la grande, plutôt la grande d'ailleurs que la petite, nous avons dans ces banlieues, mais aussi comme en France, et peut-être de manière un peu plus crue dans certains endroits du Grand Paris, de vrais problèmes de dévitalisation des centres-villes, pour des tas de raisons sur lesquelles on va pas revenir. Mais quel est ton regard sur ce sujet qui a été pris, Stéphane, tu peux dire, je pense que c'est un sujet par la Caisse des dépôts, Centre-ville vivant, le préfet Roland-Michel Blaiseau, par la région Île-de-France qui contribue, la métropole du Grand Paris s'en occupe aussi, et ça devient un véritable, moi qui habite en grande banlieue, Juvilly-sur-Orge, pas très loin de Rungis d'ailleurs, ça devient un sujet vital pour la vie de ces communes. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très très important. Je sais très bien ce que fait Roland, ce que fait Agnès. On a soutenu beaucoup l'action commerce cœur de ville du gouvernement parce que c'est une action qui est bonne. Il y a beaucoup de problèmes divers, dans lesquels on ne va pas rentrer, qui sont liés au coût du foncier, qui sont liés à l'absence d'animation des centres-villes, qui sont liés au développement d'un commerce électronique prédateur, qui sont liés à plein de choses. Mais nous, Rungis, nous sommes des pragmatiques et des réalistes. Bien sûr, on est la centrale d'achat, la base arrière du commerce de proximité traditionnel. Les marchés d'Île-de-France, et d'ailleurs ça s'est vu dans les chiffres, et les commerces de proximité ne sont rien sans Rungis, ça c'est clair. Et donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut quand même avoir en tête que les consommateurs votent avec leurs pieds. Donc, si les consommateurs se déplacent à leur marché, tant mieux. Si les consommateurs trouvent qu'il y a du lien social, de la valeur ajoutée, à aller chez son boucher, son boulanger, son charcutier, son crémier, son primeur, c'est très bien. Simplement, ça ne peut être possible que si le commerce de proximité continue à être attractif d'une part, et d'autre part, emprunte quelques voies de la digitalisation. Et moi, c'est pas un truc rangissois, je veux donner un coup de chapeau au site épicerie qui permet à des commerçants de se digitaliser. Parce que c'est la demande
de plus en plus forte des consommateurs. Donc, très clairement, je dis deux choses. Je dis, un, les centres-villes, pour nous, c'est très important. C'est pour ça que moi, je suis très, très axé sur le développement de ce qu'on appelle des coopératives de centre-ville avec un animateur et quelque chose d'un peu organisé, un peu comme dans un centre commercial. La réalité, c'est que Rungis, ça marche bien parce qu'il y a une autorité gestionnaire du marché. Si vous dites à une plateforme sans gestionnaire d'exister, elle n'existe pas. Et c'est bien le problème des centres-villes, c'est que les centres-villes sont parfois laissés à eux-mêmes. Alors tu poses un deuxième problème qui est plus compliqué, c'est la désertification commerciale du nord de Paris, et d'ailleurs qui nous a posé des problèmes fondamentaux, mais qui est d'une part lié à l'urbanisation, lié à la place de la grande distribution dans cette partie de la région parisienne, mais lié à un point qu'on oublie toujours de dire, qui est le point démographique, c'est que le nord de Paris se développe beaucoup plus vite démographiquement que le sud de Paris. Et donc, tu as des populations entières qui ont en plus des taux d'emploi et d'employabilité qui sont plus faibles, qui sont moins bien desservis. C'est ça le sujet. D'ailleurs, c'est pas un hasard si à la suite de ce qui s'est passé au marché de Barbès, on a pris la décision de fermer les marchés à Paris. C'était dans le nord de Paris. Et c'est vrai aussi dans le nord de l'Île-de-France. Toute la Seine-Saint-Denis, évidemment, ça a posé un problème fondamental. Donc moi, je dis, Jacques, il ne suffit pas de décréter qu'on aime le commerce Moi, j'aime le commerce de proximité, j'aime les marchés. Évidemment, c'est mes clients principaux. Mais il faut, un, qu'ils aient de l'attractivité, deux, que les communes qui vont être élues dimanche pensent à leurs commerçants en les aidant, en essayant de les animer. Je pense que ce qui est rendu possible par la loi Elan, qui est ces formes de coopératives de centre-ville, est la bonne solution. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait de la promotion des ventes, des actions commerciales, des gens qui s'intéressent au commerce de centre-ville, comme dans les villes plus apaisées. Et enfin, troisième chose, on ne pourra pas aller à l'encontre de la modernisation, de la digitalisation. On peut dire ce qu'on veut. Je sais bien que M. Thiers, quand il a inauguré le premier chemin de fer, disait que le cerveau humain ne résisterait pas à une vitesse supérieure de 30 km/h. La digitalisation est dans nos vies. Il faut que le commerce de proximité, avec des sites comme épicerie, puisse se mettre à égalité avec les grandes surfaces, avec les pure players. C'est évident. C'est évident. Est-ce que la CEMARIS, puisque c'est un organisme public que tu présides, est-ce que ça ferait ou pas partie des missions de service public de la CEMARIS que de conseiller des communes qui sont dans la panade de ce point de vue, malgré les managers de centre-ville, malgré les aides qui existent, malgré les appuis des collectivités? Est-ce que on pourrait imaginer que la CEMARIS se fasse bénéficier des communes qui souhaiteraient? Et nous le faisons. On pourrait faire plus et nous le faisons. Donc, quand Jacques Martin, par exemple, le maire de Nogent-sur-Marne, me demande mon avis sur le marché de Nogent, eh bien, je le fais dans un premier temps quasiment gratuitement. Je pense que les marchés forains et les marchés de plein vent ont une importance fondamentale pour les centres-villes. Et donc, c'est la première pierre, c'est avoir un outil de marché qui permettent aux commerces non sédentaires de s'installer. Et deuxième pierre, et j'ajoute, et je le dis toujours, mais puisqu'il y a des gens qui se présentent à des élections, chacun son job, il faut que ce soit des délégataires qui gèrent ces marchés. Et pas que ces marchés soient gérés en régie. Parce que dès qu'ils sont gérés en régie, eh bien, il y a beaucoup plus de mollesse dans le dispositif. Et deuxièmement, nous, on est ouvert à se développer sur ce secteur. Le problème de fond, c'est que c'est pareil. Il y a des communes de l'Île-de-France où les commerces ne veulent pas s'implanter.
il n'y a pas des solutions faciles. Alors, il y a une solution qui avait été abordée d'ailleurs par des maires plutôt classés à droite, qui était de revenir au socialisme municipal. Il faut que on allège le coût du foncier, que les mairies achètent des locaux, les concèdent à des commerçants qui font venir, etc. Et ensuite, il faut un minimum de loyauté à long terme, ce qui est très difficile pour un homme politique, sur la rue qui est développée, etc. Enfin, c'est difficile pour le politique, c'est pas la loyauté, c'est le long terme. C'est le long terme, c'est le long terme. C'est bien ce que je voulais te dire. Tu as raison de redresser mon propos. Je ne me suis pas très bien exprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder le cap sur une certaine durée. Ce qui est compliqué. Moi, j'ai des exemples de communes qui m'ont demandé des aider, qui ont attiré, par exemple, des gens qui font du commerce de fruits et légumes en produits locaux. Puis, un jour, ils sont attirés par la sirène d'un groupe type Casino ou Intermarché, etc. Puis ils lui font une concurrence tout de suite déloyale, ils l'oublient, ça finit en contentieux. Donc, ce qui est très compliqué sur la durée d'un mandat, c'est de garder toujours le même cap avec ses commerçants. Je suis d'accord. Je note avec beaucoup d'intérêt quand même que je parle là aux élus qui nous écoutent ou qui nous suivent, notamment des communes de banlieue, que la Cemaris peut éventuellement les conseiller. Oui, on est ouvert à ça, on est prêt à ça parce qu'on pense que, d'abord, comme tu le sais, Jacques, toi qui as dirigé une visite de Rungis à 4 heures du matin, les nouveaux maires, nous leur faisons systématiquement une visite de Rungis à 4 heures du matin. Et d'ailleurs, le Club des entreprises du Grand Paris peut y participer, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et comme ça, ils comprennent dans quel écosystème ils sont. C'est très, très important. Deuxièmement, nous sommes prêts à les aider. Alors, à un moment donné, on passe à des plaisirs tarifés dans un premier temps, parce que nous, tu as rappelé qu'on était un organisme public, on est une société anonyme de droit privé, et je regarde quand même mon compte d'exploitation assez régulièrement. Et donc, clairement, dans un premier temps, on peut donner des conseils, faire une analyse du sujet. Dans un second temps, à un moment donné, il faut passer à des choses qui seront beaucoup plus... Je pense que la question des infrastructures est essentielle. Souvent, les villes n'ont pas des infrastructures suffisamment modernes pour avoir à accueillir un commerce de proximité attractif. Les gens, ils sont en compétition avec des centres commerciaux, évidemment. Entre aller à l'abri, à l'écart de la pluie, dans un centre commercial où il y a du marbre partout, tous les commerces en randonnion. Donc il faut quand même être capable de réfléchir à la manière dont on organise son centre-ville pour que les boutiques, à la fois de l'alimentaire et du non-alimentaire, puissent être intéressantes pour les gens. Moi, je pense que c'est vrai que c'est un vrai sujet, et je suis prêt d'ailleurs à en discuter avec le Club des entreprises du Grand Paris. C'est un vrai sujet. Et donc, les nouveaux élus auront entre guillemets, du pain sur la planche. Peut-être pour terminer cette émission, Stéphane, et merci de nous donner toutes ces informations qui nous permettent de mieux comprendre tous ces enjeux qui sont... à la fois des enjeux de long terme et de masse, et puis des enjeux immédiats du quotidien et de tous les jours. Et c'est sûrement un aspect très intéressant de ce métier. Pour prendre un peu de recul et peut-être nous ouvrir sur la suite, aujourd'hui, à la faveur, entre guillemets, de cette expérience tragique, aussi, qu'est le Covid et la crise, si tu avais un message à nous faire passer, un signal, une balise, quelque chose qu'on doit... Moi, il y a une chose très simple que je veux te dire, Jacques, c'est que d'abord, le message que je vais passer, c'est un message d'optimisme. Bien sûr, on va repartir progressivement au travail. Bien sûr, il y a certaines entreprises et certaines administrations où les gens qui ont été confinés ne reviennent pas immédiatement au travail. Bien sûr, les habitudes des consommateurs ont été un peu rompues, mais en même temps, moi je sens à Rungis, et donc Rungis c'est souvent l'État un peu avancé de la France, une grande envie de travailler, une grande envie de se défoncer, une grande envie de gagner des parts de marché. Et donc, la croissance va revenir. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure et les prévisionnistes, défaitistes et fatalistes. Il y en a beaucoup.
je pense que la France va repartir beaucoup plus vite que ce qu'on en pense. Deuxième chose que je veux dire, c'est que le virus n'a pas disparu. Il faut que cette relance ne soit pas non plus un relâchement des esprits, et il faut qu'on continue à respecter un certain nombre de mesures barrières, et la principale, c'est la distanciation sociale. C'est 1 mètre entre les personnes. Et ça, on va mettre du temps avant le vaccin, avant de revenir en arrière. Et donc moi, je le dis à nos commerçants, à nos restaurateurs, à nos clients, il faut continuer à montrer l'exemple, à avoir le masque si la distanciation sociale n'est pas possible, à se laver les mains. Et je pense que toutes ces mesures prophylactiques que nous avons apprises pendant la crise, eh bien, nous devons les conserver. Troisième chose, l'investissement est fondamental. Et Rungis va continuer à investir pour accompagner le Grand Paris, parce que nous pensons que demain se construit aujourd'hui. Et il faut réfléchir globalement sur les sujets. Et donc, clairement, nous allons continuer à investir. Bien sûr, pour assumer les coûts que j'ai eus pendant la période, il y a certaines choses que j'ai un peu retardées, mais je vais continuer à livrer des produits, à réfléchir sur des zones de logistique alimentaire. Je pense que c'est fondamental que l'économie reparte, et c'est l'investissement qui nous permettra de construire la croissance et la relance. C'est bien d'avoir ce message d'optimisme, et en effet, on a d'autres indicateurs qui sont ceux qu'on a un petit peu tous, qui montrent que le rebond est vraisemblablement, d'ailleurs on le voit dans les indicateurs boursiers qui l'anticipent, le rebond est peut-être plus fort que ce qu'on pouvait imaginer, et c'est plutôt un point positif. Stéphane, merci beaucoup de ce moment partagé avec nous. J'annonce que les prochains Grand Paris Live recevront mardi prochain Édouard Reynaud, le directeur général de Transdev. On parlera peut-être aussi de logistique. Puis Michel Leprêtre, que tu connais bien, qui est le président du T12, le Grand Orly Seine-Bièvre, sur le territoire duquel nous nous trouvons, à Rungis. Et puis Sylvie Dao, qui clôturera cette saison d'avant l'été. Sylvie Dao, présidente de Air Nouvelle, donc la filiale de promotion du groupe Engie. Et vous voyez la variété des sujets, des approches dans ce Grand Paris Live. Donc Stéphane, merci beaucoup. Je retiens l'invitation à 4 h du matin, mais ça c'est pour les tardifs, parce que souvent ça commence plus tôt. C'est vers 2 h 30. Donc Voilà. Et en tout cas, donc, à bientôt à Rungis, et cette fois-ci sans masque et en vrai. Merci Stéphane, à bientôt. Tous les deux, on reste en ligne et nous vous disons au revoir à tous.